La mondialisation géographique, c'est le type de géographie que produit la mondialisation. La mondialisation, ce processus géohistorique qui s'étale sur 5 siècles, qui voit la dilatation, l'expansion de l'espace-monde, régi d'abord par le développement du capitalisme, mais pas seulement, aussi par les impératifs des États coloniaux. Par exemple, l'Espagne et le Portugal vont organiser l'espace d'un continent entier, l'Amérique. C'est pas uniquement des entrepreneurs capitalistes, des planteurs, des éleveurs, etc. C'est aussi l'État espagnol, par exemple, qui va reproduire du Mexique jusqu'à l'Argentine ou au Chili actuel, va reproduire des villes qui ont le même type de plan d'urbanisme, plan damier, qui va semer tout ça de monastères, tout cet immense espace de monastères, de mines, de chemins bien sûr, de routes, de ports fortifiés. C'est la destruction des populations locales. C'est la destruction d'une géographie. Pendant cette grande période historique qui dure 5 siècles, évidemment, l'espace-monde s'est dilaté pour aujourd'hui couvrir la totalité du globe. Et on est encore en phase de mondialisation. Je m'appelle Christophe Grenier, je suis géographe. Mon objectif, c'est de forger un cadre conceptuel général qui enjambe sciences naturelles et sciences sociales pour expliquer ce qu'est la Terre aujourd'hui et comment on en est arrivé là. Pour montrer que la diversité terrestre et la destruction de cette diversité terrestre nous concerne tous. Je travaille essentiellement sur 4 terrains de recherche, donc certains où j'ai travaillé pendant des années, comme les Galapagos, à 2 reprises, d'abord pour ma thèse, ensuite comme directeur du département de sciences sociales à la station de recherche Charles Darwin, donc aux Galapagos. À Madagascar aussi, où j'ai travaillé 2 ans, chercheur détaché de l'université. Et puis 2 autres terrains où là, ça a été plus ponctuel, c'est à travers des missions de plusieurs semaines chacune, mais 2 missions à l'île de Pâques et 3 missions au Costa Rica dans la péninsule d'Océan. Donc voilà, j'ai des terrains. Ce qui me permet de comparer entre eux. Mais surtout, dès le début, dès ma thèse sur les Galapagos, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas de géographie sans histoire. C'est-à-dire que l'espace qu'on a sous les yeux, qu'on prétend analyser, on ne peut véritablement le comprendre qu'en comprenant l'histoire naturelle, mais surtout humaine, et qui nous y a menés, en fait. Donc, moi, je travaille sur différents aspects de l'espace mondial actuel, notamment dans ces 4 terrains, mais pour les comprendre, aussi bien à l'échelle régionale de ces 4 terrains comme à l'échelle globale, je suis bien obligé de revenir dans le passé pour expliquer tel ou tel aspect des espaces en question. Le fait est que j'ai maintenant une profondeur temporelle sur ces terrains qui fait que je suis le témoin de ce qui s'y est passé au cours des 30 dernières années. Et si on replace ça dans une perspective historique plus longue, ce que je fais, donc je remonte à 1 siècle, pas beaucoup plus, 1 siècle, 2 siècles maximum, parce que ce sont des endroits justement qui sont fascinants pour étudier la mondialisation actuelle, dans la mesure où ils ont été intégrés il y a relativement peu de temps dans cette mondialisation. Grosso modo, pour faire court, pendant le 19e, voire même au 20e siècle.
dans la mondialisation géographique, il existe 2 phases. La première phase est la phase d'ouverture géographique, la deuxième étant celle de l'homogénéisation géographique. Alors, je commence par s'expliquer ce qu'est cette phase d'ouverture géographique. Cette notion exprime les profonds bouleversements spatiaux, écologiques et sociaux qui sont engendrés par la connexion d'une région jusqu'alors isolée, par sa connexion au système monde. Autrement dit, par son intégration à l'espace monde. C'est-à-dire que l'ouverture géographique, pour le dire d'une troisième façon, c'est une conséquence de la mondialisation géographique. Donc c'est l'idée selon laquelle une région isolée, quelle que soit la taille de cette région, que ce soit de l'île de Pâques ou le continent américain, est investie en quelque sorte et ouverte d'abord par des hommes, des colons, des militaires, des missionnaires, des entrepreneurs qui arrivent dans cette région jusqu'alors isolée, et ben les conséquences sont absolument gigantesques. J'allais dire d'emblée catastrophiques. La plupart du temps, elles sont catastrophiques. Pourquoi ? Parce que, et c'est là un parallèle intéressant avec ce qui se passe d'un point de vue naturel. C'est-à-dire que lorsque vous avez des écosystèmes isolés, notamment dans les îles océaniques, qui ont un filtre très important, qui est le filtre de l'océan, qui empêche toutes sortes d'espèces animales et végétales de s'installer librement dans l'écosystème en question. Donc les espèces de l'écosystème isolé sont extrêmement vulnérables à l'arrivée d'espèces étrangères, allochtones. Et on a souvent d'ailleurs des endémismes, des espèces endémiques dans ces écosystèmes océaniques isolés. C'est un petit peu la même chose. Alors, on peut beaucoup parler, disons, des comparaisons entre sciences naturelles et sciences sociales, mais le fait est que, par exemple, d'un point de vue biologique, l'arrivée des Espagnols et des Portugais dans une moindre mesure en Amérique a eu comme conséquence ce qu'on appelle le choc microbien. Et le choc microbien, c'est quand même 90% d'une population à l'échelle continentale qui disparaît en un siècle. C'est énorme, c'est énorme. Ce sont des civilisations entières qui s'écroulent. La civilisation aztèque, la civilisation inca s'écroule. Il n'y a plus rien. Y compris, on rase leurs villes, etc. On détruit directement, mais surtout encore par choc microbien, par choc des cultures, etc. On détruit en fait tout un tas de cultures locales. Donc les humains sont détruits, leur civilisation, pas partout, en tout cas les 2 grandes civilisations sont détruites, leurs systèmes de croyances sont détruits à travers l'évangélisation, le travail forcé, on les chasse les survivants dans d'autres terres moins fertiles, bon, etc., etc. À côté de ça, on importe du bétail, on importe des plantes. On va en retirer, évidemment, d'Amérique, la tomate, le cacao, bon, peu importe. Mais toujours est-il qu'on importe surtout des animaux et des plantes domestiques qui vont s'étendre sur de très grandes étendues. Donc ça, c'est l'ouverture géographique à l'échelle de l'Amérique. À l'échelle de l'île de Pâques, comme dans beaucoup d'îles du Pacifique, ça s'est traduit là aussi par des chocs microbiens. J'y reviens pas. Donc à chaque fois, une ouverture géographique, c'est un traumatisme sur plusieurs plans. Humain, écologique, et sociale, parce qu'évidemment les sociétés sont complètement bouleversées. La deuxième phase, c'est ce que j'ai commencé à vous dire à propos de l'Amérique, c'est cette phase d'homogénéisation géographique. C'est-à-dire qu'une fois cette région jadis isolée intégrée à l'espace monde, dans beaucoup de cas, cette région finalement sert de support au développement, à l'étalement de géographie, c'est-à-dire d'empreintes uniformes. Le meilleur exemple pendant la première période de mondialisation, c'est l'expansion phénoménale des plantations de canne à sucre. Donc ces plantations de canne à sucre, la canne à sucre domestiquée en Inde, qui est arrivée dans le monde perse, puis le monde arabe, au Moyen-Âge, on avait des petites plantations de canne à sucre en Méditerranée, essentiellement du sud. Donc les Espagnols connaissaient la canne à sucre. Quand les Espagnols et les Portugais commencent leur grande découverte, ils vont implanter des plantations de canne à sucre dans les îles, notamment ce qu'on appelle la Macaronésie, le Cap-Vert, Madère, Canaries, puis plus au sud, dans le golfe du Guinée. Ils vont créer le binôme plantation de canne à sucre, esclavage africain, et ils vont l'exporter en grand sur le littoral brésilien, puis ensuite aux Antilles, et sur le littoral hispanique, on va dire au Mexique, littoraux tropicaux. Et donc on a le même type d'environnement, monoculture. Évidemment, pour faire la place aux plantations de canne à sucre, on détruit la forêt.
la forêt tropicale de la côte brésilienne, la Mata Atlântica, les forêts des Antilles. Alors les Antilles, ça sera surtout les Hollandais, les Français, les Britanniques qui vont installer des plantations de cadres. Donc on a un processus d'homogénéisation géographique qui se met en place. Ces processus, on les retrouve dans la deuxième période de mondialisation, le long 19e siècle, avec l'extension gigantesque des terres d'élevage bovins dans la pampa argentine, dans les grandes plaines américaines. On détruit ouverture géographique, on détruit des millions de bisons, on détruit des peuples indiens, on les parque, etc. Pareil, il y a un choc microbien, donc on fait place nette pour de nouvelles géographies. C'est-à-dire que, et ça introduit une dernière notion qui est caractéristique en fait de la mondialisation, c'est la notion de géocide, qui décrit tout simplement la destruction d'une géographie. Que ce soit les Indiens des grandes plaines américaines, mais que ce soit les Aztèques, que ce soit les Incas, que ce soit les tribus Tupis du littoral brésilien au moment où arrivent les Portugais, tous ces gens-là avaient des géographies, ils avaient leur propre géographie, ce que j'appelle, donc faisait partie d'un monde qui cultivait la géodiversité ou la diversité géographique, et en fait ces géographies régionales sont effacées littéralement, et ça j'ai bien étudié le cas à l'île de Pâques, sont littéralement effacées pour faire de nouvelles géographies, les géographies des colons, des planteurs, des éleveurs, etc., etc. C'est un patrimoine en fait, c'est un patrimoine géographique. Il y a des géographies qui ont cessé d'exister ou qui subsistent comme traces, mais qui pour autant permettaient de répondre à des défis locaux, à des types d'adaptation, par exemple les techniques de l'habitat. Refroidir un logement, il y a des techniques traditionnelles de la géographie du plateau iranien où il fait 50 degrés l'été, ils construisent d'une certaine façon traditionnellement et que ça permet de refroidir l'intérieur des maisons. On pourrait citer tout un tas d'exemples. Or, ce qu'on voit à l'inverse, et ce que j'ai vu là cet été, je suis allé aussi à Vanuatu, et donc j'étais en avril à Madagascar, donc 2 endroits où j'ai vécu respectivement il y a 20 ans et il y a 35 ans. Ce que j'ai pu voir dans ces 2 endroits il y a 20 ans et 35 ans, c'est dans les villages une architecture, si on peut dire, des cases construites essentiellement en matériaux locaux. Aujourd'hui, dans les mêmes endroits, en fait, les cases en bambou, toit de pandanus, etc. Et donc, des ressemblances dans ces géodiversités, dans ces géographies différentes. Il y a aussi des ressemblances. L'utilisation, par exemple, de matériaux de construction locaux. Eh bien, ces cases, on pourrait appeler traditionnelles, étaient remplacées par des maisons, des maisonnettes en parpaing à toit de tôle. Ou de l'avis même des gens du coin, dire, on crève de chaud. Alors pourquoi vous construisez comme ça ? Ah, mais parce que ça montre qu'on a réussi, quoi. C'est de l'argent, en fait. C'est la mondialisation. C'est de la mondialisation géographique, ça. Vous voyez, une homogénéisation, y compris dans l'architecture, de petits villages perdus au Vanuatu et aussi dans le sud-ouest de Madagascar. Un exemple d'uniformisation, d'homogénéisation géographique de notre époque, et que là j'ai pu voir de mes yeux vus, c'est les paysages du tourisme. Il n'y a rien qui ressemble davantage à une promenade de bord de mer en station balnéaire qu'une autre promenade de bord de mer en station balnéaire. Qu'on se trouve aux Galapagos, qu'on se trouve à Minorque, dans les Baléares, grosso modo c'est la même. Avec les mêmes restos, avec les mêmes éclairages, avec les mêmes aménagements soi-disant écolos,
Une station de ski ressemble à une autre station de ski. 사인 여러분, 곧 이륙하겠습니다. 좌석 벨트를 매셨는지 확인해 주시기 바랍니다. Dear Q8ers. J'aime bien prendre l'avion, ou plus exactement prendre des photos depuis l'avion. Quels que soient mes vols, j'essaie toujours d'être à côté d'un hublot et parfois on a des super vues, y compris des vues géographiques, c'est-à-dire par exemple les banlieues résidentielles d'Atlanta, de Johannesburg, de Nantes, de Sydney. Bon, en fait, c'est les mêmes. C'est les mêmes maisons et voies, de rues qui desservent ces lotissements qui s'étalent à l'infini. Les fameux CBD, les Central Business District, en fait, qu'on soit à Sydney, à Rio ou à New York, ou à Dubaï. Bon, en fait, c'est pareil, quoi. C'est les mêmes. Ça, c'est de l'uniformisation. Je préfère dire de l'homogénéisation géographique. Ce sont des paysages. Mais donc, en fait, ce que dit la géographie, n'importe qui peut le voir, quoi. Beaucoup plus qu'on me parle d'homogénéisation culturelle. Ouais, d'accord, mais bon, qu'est-ce qui te fait dire ça? Et comment tu... Non, vous voyagez, vous voyez l'homogénéisation géographique. Le béton, c'est un truc qu'on trouve partout dans le monde, de plus en plus, et qui provoque des dégâts environnementaux gigantesques. Mais les deux notions d'ouverture géographique et d'homogénéisation géographique, à mon avis, résument ces processus de destruction. L'ouverture, c'est surtout de la destruction. Mais quand on défriche la forêt amazonienne pour faire place à des plantations de soja OGM, c'est de l'ouverture géographique. On sait très bien que, sans même parler des populations indiennes, il y a peut-être des paysans métis qui vivent là, mais finalement, une entreprise va acheter ces hectares de forêt pour les défricher et vont planter du soja transgénique à la place. C'est à la fois d'abord de l'ouverture et ensuite de l'homogénéisation. Du soja s'étend maintenant sur des milliers d'hectares dans ce qui était autrefois la forêt amazonienne, dans le sud de l'Amazonie actuelle. Moi, j'ai vu à Vanuatu, sur l'île d'Espírito Santo, une immense plantation d'un arbre tropical, une plantation qui appartient à des investisseurs chinois. Bon, ils ont détruit, pareil, des centaines d'hectares de forêt pour faire leur plantation de noli, un arbre que je ne connaissais pas d'ailleurs, qu'ils exportent vers la Chine. C'est ouverture et homogénéisation.
J'avais été envoyé aux Galapagos avec l'Orstom, qui est aujourd'hui l'Institut de recherche pour le développement, donc grand institut de recherche public, et la Fondation Charles Darwin. On appelle la Fondation Charles Darwin, donc c'est cette institution internationale fondée en 59 en même temps que le Parc national des Galapagos, qui a installé une base scientifique internationale aux Galapagos au début des années 60 et qui donc est un organisme international, c'est pas une ONG, qui avait demandé à l'Orstom, dans le cadre de leur partenariat en Équateur, une étude sur les migrations de populations provenant d'Équateur continental vers les Galapagos. Un phénomène qui se développe à l'époque, on est au début des années 90, et qui pose problème. Les naturalistes, et je leur ai bien reproché, ont une conception des affaires humaines de type naturaliste, c'est-à-dire qu'en fait, les migrants, c'est une population animale qui prolifère dans un écosystème fragile. Voilà, en gros c'est ça, il faut limiter les migrations, certains étaient encore plus extrémistes en disant il faut virer ces gens-là. En tout cas, il faut avoir des informations scientifiques là-dessus. Donc l'Orstom m'envoie à la demande de la Fondation Darwin aux Galapagos pour étudier les migrants. Sauf qu'il n'y a pas marqué migrants sur le front des gens. Donc j'ai travaillé essentiellement sur des enquêtes. J'ai construit un questionnaire que j'ai essayé, etc. Et j'ai réussi à faire passer environ 220 questionnaires sur les 4 îles peuplées des Galapagos. Ça a été l'essentiel de mon travail pendant, je dirais, la première année des 18 mois aux Galapagos. Mais j'ai vite compris que ces gens-là étaient venus aux Galapagos d'abord parce qu'ils y trouvaient du travail. Et ils y trouvaient du travail dans quoi ? Dans le tourisme, en plein boom. Donc je mets en place une énorme enquête sur le tourisme. Quand je dis énorme, c'est qu'on a recueilli plus de 2000 questionnaires sur plus d'1 an. Des questionnaires traduits en 4 langues, de façon à ce qu'ils soient facilement remplis par les touristes. Plus des entretiens, évidemment, auprès des entrepreneurs de tourisme, comme auparavant auprès des commerçants. Et en étudiant le tourisme, je me suis dit, mais en fait, le tourisme, il est complètement lié à la conservation. S'il n'y avait pas eu de conservation de la nature, s'il n'y avait pas eu toute cette publicité autour du parc national des Galapagos, sanctuaire animalier et tout ça, il n'y aurait jamais eu autant de touristes. Donc je me suis mis à travailler sur la conservation. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai pris comme objet d'étude mon commanditaire. Et ça s'est très mal terminé. Ça s'est très mal terminé parce que, alors donc j'ai fait des enquêtes auprès du personnel de la Fondation Darwin, scientifique ou pas, auprès des gardes-parcs et personnel administratif du parc national des Galapagos. À la fin, j'avais un super tableau. J'avais la population, les touristes, la conservation. Et on me disait au départ, le problème c'est les migrants. Et en fait, moi j'ai renversé totalement le truc. Je veux dire, en fait, il y a des migrants parce qu'il y a du tourisme, il y a du tourisme parce qu'il y a de la conservation. Donc ça veut dire que votre conservation, elle est mal foutue, quoi, puisqu'en fait, elle se traduit. Et c'est là que j'ai eu l'idée d'ouverture, parce qu'elle se traduit par une ouverture de plus en plus large des Galapagos. Donc mon bouquin, il s'appelle Conservation contre nature. Donc c'est dire que j'étais quand même critique sur la conservation menée aux Galapagos, qui pourtant était déjà considérée comme la conservation à l'échelle mondiale. Bon, ça m'a valu d'être expulsé des Galapagos. Enfin bon, il y a eu un certain nombre de... Après le scandale qu'il y a eu en 94, y compris dans la presse et la télévision nationale équatorienne, un jeune scientifique français dénonce la Fondation Darwin, alors qu'en fait je dénonçais pas que la Fondation Darwin, mais le système du tourisme. Il y a eu des entreprises, les plus grosses entreprises de tourisme équatoriennes ont porté plainte contre moi. Donc en fait j'ai dû non seulement partir des Galapagos, mais ensuite partir de l'Équateur plus tôt que prévu. Mais effectivement, ces parcs nationaux, bien sûr que c'est une modalité de la mondialisation géographique. Bien sûr, il y a un modèle clair, c'est le modèle américain. 1872, Yellowstone, précédé par le parc du Yosemite, mais qui est un parc au niveau de l'État de Californie. Bon, et puis ensuite, ce modèle s'est diffusé sur la Terre. Donc c'est une modalité de conservation de la nature. On peut critiquer, moi j'ai été très critique du modèle de conservation des Galapagos, qui est pourtant un modèle emblématique à l'échelle mondiale. C'est un des points chauds de la conservation dans le monde, y compris dans la formation, dans la renommée. C'est quand même le seul endroit où on a une base scientifique internationale depuis 60 ans qui bosse là-dessus, quoi, avec bon. Donc c'est vraiment le top du top en matière de conservation, et pourtant il y a beaucoup à critiquer. Je vais pas le faire maintenant, c'est pas le sujet. Mais pour autant,
Je pense que dans la situation dans laquelle on se trouve, c'est-à-dire d'urgence absolue d'un point de vue écologique et perte de diversité biologique, je pense que malgré toutes les critiques que l'on peut adresser à la conservation et qu'il faut bien sûr améliorer beaucoup de choses, les parcs nationaux sont indispensables. Les parcs nationaux, les aires marines protégées sont indispensables et on voit la différence. Mais en tout cas, effectivement, les parcs nationaux sont bien un aspect de la mondialisation géographique. L'isolement a toujours favorisé la diversification. Depuis Darwin, au moins, les naturalistes sont intéressés à comment se forment les espèces. Le darwinisme, en fait, c'est un évolutionnisme géographique. C'est expliqué par l'espace la formation de nouvelles espèces. Et aujourd'hui, on sait que le principal mode de formation d'une nouvelle espèce est appelé la spéciation géographique. Mais par spéciation géographique, ils entendent une espèce qui se forme par isolement écologique. L'exemple emblématique de spéciation géographique, c'est celui qu'a remarqué Darwin aux Galapagos, en tout cas qui lui ont posé des questions. Avant d'arriver aux Galapagos, le Beagle, au bord duquel il était, avait longé les côtes de l'Amérique du Sud, notamment du Chili et du Pérou, et il avait remarqué au Pérou, par exemple, une espèce d'oiseau moqueur. Tout y trouve des oiseaux moqueurs aux Galapagos. Et les becs, pas tout à fait le même. Il y a eu formation de 13 espèces de pinsons endémiques, de 4 espèces de moqueurs endémiques aux Galapagos, parce que cet archipel est séparé par 1000 km d'océan du continent américain, donc il est en état d'isolement écologique, avant l'intervention des hommes bien sûr, et que seuls quelques animaux, quelques plantes ont pu franchir cette distance, et une fois établis sur place, ont dû s'adapter à un nouvel environnement, premièrement, et deuxièmement, ont évolué en isolement. Et ces deux facteurs de l'adaptation à l'environnement de ces organismes arrivés sur ces îles isolées, et donc l'isolement dans lequel se retrouvent ces organismes, vont expliquer la formation de nouvelles espèces. L'isolement au sein d'un archipel, il est repris au sein même de l'archipel, entre les îles, ce qui explique qu'il y ait 13 espèces. Alors, il y a une autre type de spéciation, donc Saint-Patrick, qui, elle, consiste à se distinguer par niche alimentaire au sein d'un même environnement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir déplacement des organismes, simplement une spécialisation. Et c'est ce qui explique, par exemple, au Galapagos, on a des pinsons dans le même type d'environnement qui n'ont pas bougé, mais qui ont des becs différents parce qu'ils exploitent différents aliments. Les graines dures, les graines molles, le haut des cactus, les insectes au sol, voilà. Et en fait, ce qui unifie ces différents processus de diversification, qu'ils soient culturels ou biologiques, c'est l'espace terrestre. Il y a des invariants, comme dirait Lévi-Strauss, il y a des invariants spatiaux. Ces invariants spatiaux qui s'appliquent aussi bien au processus de diversification biologique qu'au processus de diversification culturelle et linguistique. Il y en a deux qui sont importants, primordiaux, c'est l'isolement. Et deuxièmement, l'adaptation à l'environnement. L'adaptation passive dans le cas des organismes, l'adaptation active dans le cas des populations humaines.
Ça nous apprend que le monde est beau, et il est beau parce qu'il est divers, d'un point de vue naturel aussi, évidemment. Il est en menace de perte de cette diversité. Nos smartphones sont pleins de métaux, de terres rares, qui elles-mêmes provoquent des ouvertures géographiques. Pour le coup, on va creuser au fin fond de la forêt congolaise, on détruit des milliers de vies humaines et aussi des milliers d'hectares de forêts tropicales humides et donc de diversité biologique pour nos téléphones. On revient sur la conservation de la nature à travers les aires protégées, quoi. Voilà, donc l'idée, ça serait que l'ensemble soit protégé et qu'à la limite, qu'on ait l'inverse, quoi, qu'on ait quelques petites zones où on peut polluer de toutes les façons possibles parce que, n'est-ce pas, c'est bien indispensable, bon, ok. Mais spatialement, géographiquement, on devrait faire l'inverse, ouais. En Australie, il y a beaucoup de touristes asiatiques, pour certains d'entre eux très technologiques, très objets. Et donc c'est ça en fait le problème, c'est que les gens ils ne voient plus, dans le cas extrême, ils ne voient plus qu'eux-mêmes. Dans le cas le plus fréquent, ils ne voient plus. Un autre exemple, en avion, je vous disais tout à l'heure que j'aime bien regarder par le hublot la Terre vue du ciel, enfin, c'est fantastique, mais pas que pour un géographe, ça devrait être fantastique pour n'importe qui. Or, je constate qu'il y a très peu de gens en fait dans un avion qui regardent par le hublot. Alors qu'en fait, c'est pas comme si on prenait le train ou la voiture, quoi. C'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de survoler l'Australie ou la Cordillère des Andes. L'homme ne regarde plus, parce qu'en fait la Terre ne l'émeut plus, quoi. Et je pense que c'est ça un très gros danger qui nous guette, c'est que on est la coupure entre justement l'humanité et la Terre, ça se manifeste à travers ce genre de comportement. On développe de façon exponentielle ce qu'un sociologue du tourisme, qui s'appelle Eric Cohen, avait théorisé il y a 50 ans, cette notion de bulle environnementale. En fait, on est de plus en plus dans des bulles environnementales, individuelles ou collectives, qui nous coupent effectivement de la terre. Quand on défrichait la forêt du Brésil pour faire place à des plantations de canne à sucre, bon, c'était bien gênant pour la forêt et pour éventuellement les Indiens qui y vivaient, mais ça n'a pas menacé les grands équilibres planétaires. Aujourd'hui, là, on en est aux grands équilibres planétaires, à cause de la profondeur et de l'étendue de nos empreintes, autrement dit de nos géographies. Quand je parle des nouvelles menaces, les OGM, les nanoparticules, les gaz à effet de serre, les radiations nucléaires, tout ça, c'est des choses qui ont émergé, si on peut dire, au cours du XXe siècle, mais qui aujourd'hui sont des menaces de plus en plus grandes, parce que ça peut menacer, mais de façon définitive, des parties entières de la biosphère, c'est-à-dire de notre habitat. Et contrairement à ce que dit Musk et disent d'autres techno-solutionnistes, non, en fait, on n'a pas d'autre planète, quoi. En tout cas, ceux qui, pour le coup, iraient habiter sous cloche sur Mars, je leur souhaite bien du plaisir, mais en tout cas, moi, j'ai pas envie d'y aller, et je pense que beaucoup de personnes n'ont pas envie d'y aller, quoi. Donc c'est ça, en fait, on est en train de détruire notre habitat à l'échelle terrestre, y compris par des éléments invisibles. Et donc ça accroît là aussi la coupure entre notre substrat terrestre, notre habitat terrestre et l'humanité. On fait des trucs, c'est mesuré d'un point de vue scientifique, mais tout le monde continue. Comme si on n'habitait pas, quoi. Comme si on était hors sol et comme si on était complètement artificiel. Bon, déjà qu'on a une intelligence artificielle, mais maintenant on va avoir un corps artificiel qui se joue des radiations, du plastique, des OGM, tout ça c'est pas pour nous, quoi. Enfin, c'est complètement fou, quoi. C'était la mondialisation géographique avec le géographe Christophe Grenier.
Réalisation Aurélien Frances. Une production de Silence Podcast.